Construire une marque de beauté peut prendre plusieurs formes, mais construire une industrie, transmettre un savoir scientifique et transformer durablement un secteur, c'est un autre niveau d'ambition. Mon invitée du jour est ingénieure chimiste de formation, experte en cosmétologie et en phytothérapie. Elle est la fondatrice d'Arbre de Vie Group, un groupe qui combine laboratoire cosmétique, marque de beauté et agri-food, avec une mission claire, valoriser la flore africaine, respecter les normes internationales et lutter contre les pratiques toxiques dans l'industrie cosmétique. Avec elle, on va parler de science, de normes, d'impact, d'industrialisation et de ce que ça prend réellement pour structurer une filière cosmétique sérieuse en Afrique. Laure, bienvenue dans Backstage Beauté. Merci Kodou pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je suis honorée de te recevoir aujourd'hui. Alors, tu es ingénieure chimiste de formation. Comment est née ta passion pour la cosmétique et la formulation? Alors, il faut savoir que ma mère, elle avait un travail régulier, mais sur le côté, elle a toujours été passionnée de tout ce qui tournait autour de la beauté, que ce soit l'habillement. Elle avait en plus de ça, elle avait un atelier de couture, un salon de coiffure. Elle a gagné de nombreux prix des deux côtés. Voilà. Et elle donc, est connue au Sénégal? Au Sénégal. Ok. Et donc, j'ai un peu grandi dans ça, bien que je n'étais pas moi-même coquette Passionnée. ou ce genre de choses quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai fait mes premières études en génie chimique, il fallait voir dans quel domaine je voulais me lancer. Et pour moi, le domaine de la beauté, c'était un peu évident. une continuité. Ouais. Voilà. Ouais. C'est intéressant. Et donc, c'est ta maman qui a fait naître cette passion-là. Tout à fait. Et à quel moment ce qui était au départ un intérêt personnel est devenu une véritable vocation pour toi? Alors, quand je suis revenue parce que mes études, je les ai faites en 3 parties. Donc, la première partie, j'ai juste fait un DUT en génie chimique. C'était en France. Je suis revenue au Sénégal parce que justement, j'avais raté la période des inscriptions parce que je faisais mon stage au Sénégal. Et à ce moment-là, c'était clair que je voulais m'inscrire pour un master dans le domaine cosmétique. Et vu que j'ai raté la période d'application, je me suis dit, je ne vais pas aller faire juste d'autres études alors que ça ne m'intéresse pas. Alors que ça t'intéresse Donc, je suis revenue au Sénégal et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur les cosmétiques, etc. C'était en 2003. 2003. Wow, il ne devait pas y avoir grand-chose sur le marché. Non. Rien, même, n'est-ce pas? Quasiment rien. Ouais. Alors, j'ai fait un stage dans une entreprise d'une passionnée aussi, vraiment des cosmétiques naturels ici au Sénégal. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu choquée et en même temps chiffonnée. Donc, avec le staff, on discutait et ils m'ont fait comprendre qu'il y a certaines matières premières comme le beurre de karité. Une partie était importée de l'Afrique, ce qui est normal, mais il y avait une partie qui était importée de la France. Et pour moi, la France ne produit pas de beurre de karité. Quelle ancienne colonisation ils ont pillé pour avoir le karité. Exactement. Donc moi, ce qui m'a choquée, c'est que je me suis dit, OK, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu prendre une matière première africaine du terroir, qu'on a amenée en Occident, qui a été transformée et qui nous est revendue. Et ça, c'était l'arête qui restait au milieu de la gorge. Pour moi, ça ne passait pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Voilà. Et je me suis dit qu'il y a vraiment un très grand travail de valorisation à faire au niveau de nos ressources locales. L'Afrique est extrêmement riche quand on parle de la flore africaine. Elle est extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à faire. Elle est très diversifiée. Que ce soit ici au Sénégal, si on va en Côte d'Ivoire, on trouve d'autres choses. Au Cameroun, on trouve d'autres choses, etc. Mais comment est-ce que nous, les acteurs, on arrive à les valoriser? Et c'est là où je me suis toujours dit, peu importe ce que je ferai après, mon maître mot, ce sera de valoriser cette flore-là. Voilà. Pourquoi était-il important pour toi de compléter ton parcours par une spécialisation en cosmétique et phytothérapie?
Alors, il faut savoir que 95% au moins des acteurs du secteur de la beauté aujourd'hui qui fabriquent des produits naturels sont autodidactes. Donc, quand on dit qu'on est autodidacte dans l'industrie cosmétique naturelle, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ouais. C'est comme dire il y a de l'eau dans la mer. C'est évident. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup s'inspirent de recettes tirées sur le net de part et d'autre. Maintenant, quand on veut monter à l'échelle, il faut pouvoir avoir une formation beaucoup plus sérieuse. Donc, moi, j'avais ce background en génie chimique et j'ai commencé en 2003. Donc, 2003. Voilà. Et pendant ces 20 ans, parce que ce n'est qu'en 2023 que je me suis inscrite au master de cosmétologie. Mais pendant ces 20 ans, j'avais déjà un support qui me permettait de pouvoir un peu comprendre la science derrière la cosmétique, etc. J'ai fait des recherches et tout. Et je me suis dit, on n'a jamais terminé d'apprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que ça faisait 20 ans que je faisais des cosmétiques. J'avais appris pas mal de choses. Quand je suis allée aux États-Unis, je me suis renseignée par rapport à surtout le côté normalisation. Donc, tout ce qui est bonne pratique de fabrication, etc., etc. Mais je me suis dit, OK, je vais former d'autres personnes. C'est important que moi-même, je puisse détenir un diplôme dans ce domaine. Et l'autre chose qui m'a beaucoup intéressée dans cette formation, spécialement le master en phytothérapie et cosmétologie, c'était à cause de la partie phytothérapie. Voilà, parce que on a une partie agroalimentaire avec des tisanes gourmets, on en reparlera après, et qui valorise aussi les plantes médicinales, entre guillemets, locales. Mais pour aujourd'hui pouvoir faire des tisanes bien-être, il faut d'abord connaître les plantes. Les propriétés des plantes. Les contre-indications également. Parce que les consommateurs, on ne leur donne pas n'importe quoi. Absolument. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a vraiment poussée à aller vers le master. Alors, tu es très engagée contre la dépigmentation volontaire. À quel moment as-tu pris conscience de l'ampleur du problème? C'est une très, très bonne question. Alors, la dépigmentation volontaire, c'est un peu le motto de ce que je fais en ce moment. Alors, pour la petite histoire, avant que je ne quitte le Sénégal pour aller aux États-Unis, moi-même, je faisais des produits dépigmentants pour les femmes, mais qui étaient un peu plus safe que ce qu'elles faisaient, en pensant les aider. Et j'ai eu des clientes en Italie, etc., des personnes que je n'ai jamais vues. Et avec le recul, je me suis dit, mais Laure, est-ce que tu es vraiment en train d'aider ces dames? De les aider. Ou tu es en train de les conforter dans leur choix. Même si tu leur fais des produits qui sont moins dangereux que ce qu'elles utilisent, c'est pas forcément, tu n'es pas en train de leur montrer, en fait, le chemin à prendre. Et donc, avec le recul, j'ai décidé de complètement stopper les produits de dépigmentation. Et j'ai des clientes qui, jusqu'à présent, ils veulent que tu reprennes le business. Et je leur ai dit jamais parce que pour moi, c'était pas... le fait de leur faire des produits, ce n'était pas vraiment les aider. Au contraire, c'était de façon indirecte les encourager. Absolument. Mais par contre, cette étape m'a beaucoup aidée de comprendre le pourquoi derrière. En discutant avec les clientes, j'ai pu remarquer que c'était un vrai problème, comment dire ça, il y a un poids au niveau de la société. Donc, j'avais 3 catégories de clientes. Il y avait une première catégorie de femmes qui, par exemple, avaient eu une coépouse qui était de teint plus clair. Et le mari a instauré une certaine rivalité entre les deux teints. D'accord? Donc, dans son esprit, elle se dit que si jamais mon mari est allé voir ailleurs, c'est parce que cette dame elle est plus claire. Elle est plus claire. Elle est plus belle parce qu'elle est plus claire. Donc ça, ce qui n'est pas forcément vrai. Voilà, ce qui n'est pas du tout vrai. Pas du tout vrai. Toujours dans cette lignée, il y a aussi les dames qui sont issues de mariages polygames qui également ont vécu ça, mais à travers leur mère. Leur père a pris une deuxième femme et cette deuxième femme
avait un teint plus clair. Et donc, dans l'esprit de l'enfant, l'enfant a grandi en se disant, si mon père est allé voir ailleurs, c'est parce qu'il a trouvé une dame plus belle parce qu'elle avait un teint plus clair. La deuxième catégorie, ça a été des personnes qui ont décidé de se dépigmenter la peau parce qu'elles pensaient que ça leur ouvrait beaucoup plus de portes. Donc, plus d'opportunités. Ce qui est le cas, parce que le colorisme est très présent au Sénégal et dans le monde entier, en fait. Hein, donc, exactement. Exactement. Et la troisième catégorie de femmes que j'ai eu à rencontrer, ça a été des femmes qui sont rentrées dans la dépigmentation, qui ont voulu arrêter, mais les critiques des gens autour d'elles, au moment où elles essaient d'arrêter, la première remarque, da nga ñuul mais da nga ñaaw en fait. Lan ngay def nii. Donc ces personnes ont tendance à retourner vers la. Et il y a énormément de personnes dans ce cas-là en ce moment qui veulent arrêter, mais la pression sociale fait qu'elles n'arrivent pas à le faire. Ouais, parce que tu as cette période où ta peau ne va pas être top, genre, limite même elle est super terne, donc il faut être patiente et retrouver l'éclat de sa peau. Donc si elle flanche à cette période-là, se disent, ah... Exactement. C'est la période la plus difficile, mais elle est nécessaire pour retrouver un grain de peau original. Réparer sa barrière cutanée et tout. C'est ça. Et la peau noire est extrêmement belle. Et l'autre chose qui m'a vraiment alertée, il y a docteur, je pense qu'elle s'appelle Fatou Matali, qui est dermatologue. Celle qui parle du cancer de la peau. Exactement. Et je pense que ça devrait alerter même les autorités. Absolument. Si on nous dit que 100% des cas de cancer de la peau, des cas de cancer cutanés qui ont été liés à la dépigmentation volontaire ont été mortels, c'est que c'est un cas de santé publique. C'est une dinguerie. Voilà. C'est une dinguerie. C'est dommage que ce ne soit pas plus pris au sérieux par le ministère de la Santé, je suppose. Mais bon, ça fait des ravages, ça c'est sûr. Alors pourquoi est-ce selon toi à la fois un enjeu de santé publique, de science et de dignité? Oui, alors, santé publique, on vient d'en parler. On vient tout juste d'en parler. Il y a des cas de mort. Et du moment où il y a perte de vie, ça devient un cas important et crucial à prendre en compte. Par exemple, aujourd'hui, on voit sur le marché sénégalais, au-delà même des produits qui contiennent de l'hydroquinone, etc. Par exemple, moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on trouve des corticoïdes à la portée de tout le monde. De tout le monde. Alors que ce sont des produits qui sont normalement prescrits par les dermatologues, dans des cas bien précis. Vous voyez? Donc ça, par exemple, ce sont des types de produits qui ne devraient pas être à la portée Ça devrait être contrôlé. Exactement. Normalement, ça devrait être vendu uniquement en pharmacie. Voilà, et dans des cas bien précis. Ouais, en tout cas. Mais je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, le fait si on voit ce type de contenu, c'est que les autorités voient ça aussi. Donc, j'ose espérer que quelque chose se fera pour plus régulariser tout ça, parce que c'est des non-chimistes qui fabriquent tout ça. Oui. Donc, quel rôle pour toi les formulateurs et les laboratoires doivent-ils jouer face à ces pratiques? Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on a un rôle très, très important. Aujourd'hui, la sûreté du consommateur, la sécurité du consommateur est très importante. Donc, pour moi, nous qui sommes acteurs de formulation, donc qui formulons des produits, c'est important pour nous de mettre les choses en fonction des normes. C'est-à-dire qu'on doit savoir que certaines substances ne peuvent pas être utilisées à cause de leur effet sur la peau, etc. Formuler des produits qui sont safe pour le consommateur. Voilà. Absolument. Alors, en 2017, tu transformes une pièce de ta maison en laboratoire artisanal. Que cherchais-tu à construire en ce moment-là? C'était juste... Alors, pour être honnête,
à ce moment-là, c'était encore un hobby. Je venais de revenir des États-Unis. Alors, pour la petite histoire, mon mari, une fois, il est venu me voir aux États-Unis. Et quand il ouvrait les placards, au lieu de... Même les placards de la cuisine, au lieu de trouver des assiettes, des ingrédients. Des courses. Il trouvait des ingrédients, des matières premières cosmétiques. Il me dit, mais tu es dangereuse, toi, parce que j'ai même peur de préparer chez toi. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'il va utiliser. Mais il a vu en moi la passion. Et donc, quand je suis revenue, il m'a dit, écoute, parce que je suis revenue en travaillant. Quand j'étais aux États-Unis, je travaillais dans une organisation internationale. Mais la cosmétique a toujours été ma passion. Donc, je le faisais on the side, je faisais des recherches, etc. Quand je suis revenue au Sénégal, donc je continuais à travailler. Mais mon mari savait que c'était vraiment ça ma passion. Il m'a dit, écoute, il faudrait que tu recommences. Parce que je sais que ça, c'est vraiment ce que tu aimes faire. te rend heureuse. Voilà. Et donc, on avait une mini-cuisine qu'on n'utilisait pas. Et il m'a dit, écoute, essaye de refaire tes formulations ici, etc. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue et qui, aujourd'hui, je pense que si on est arrivé là, il a une très, très grande part de responsabilité parce qu'il a fait un launching, il a organisé même l'étiquetage derrière mon dos. Donc il a vraiment soutenu ta passion. Ah oui. Ouais. Voilà. Et donc, c'est là où il m'a poussé, en fait, à redémarrer les activités dans le domaine cosmétique. C'est super. Alors, comment passe-t-on d'un laboratoire artisanal à un laboratoire aux normes internationales? Je suppose que ce n'est pas une petite affaire. Énormément de travail. C'est énormément de travail. Beaucoup de rigueur, beaucoup de recherche. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le tas, surtout par rapport aux normes. aux bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de laboratoire. Et nous, le plus grand challenge aussi qu'on a eu, c'est le fait qu'on ne fabrique pas seulement des produits pour nous, on fabrique des produits pour d'autres personnes. Donc, ça fait... Voilà. Et c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre. Surtout par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, aux bonnes pratiques de laboratoire. Et le fait qu'on ne fabrique pas seulement pour nous, mais également pour d'autres marques, ça décuple le travail. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et nous, on s'est accompagné de consultants qui sont des experts en QHSE, mais dans l'industrie pharmaceutique. C'est quoi QHSE? Alors, c'est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Voilà. Donc, faire des tests de stabilité, tout ça. Oui, donc au-delà de ça, donc ça, c'est l'aspect analytique, mais il y a toute la normalisation même du laboratoire, par exemple, la marche en avant, quelle pièce doit venir avant, quelle pièce. Voilà. Ouais, c'est complexe. Speaking of complexe, quelles ont été les étapes les plus complexes dans cette montée en gamme? Alors, c'est ça, c'est vraiment aller s'informer par rapport à, comment dire, aux requirements, les prérequis. Voilà. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire, justement, passer d'une pièce où il n'y a pas vraiment, où on fait quelque chose, pas forcément pour vendre à d'autres personnes, mais parce que c'est pour son propre plaisir. Propre utilisation. Voilà. Et moi, ma passion dans ce que je fais, c'est vraiment la formulation. Donc là, c'était vraiment mon petit labo. À l'époque, c'était pour des recherches, etc. C'est ce que j'aime faire. Maintenant, quand on veut passer à l'échelle, il y a énormément d'étapes. Il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps, beaucoup d'informations qui viennent en même temps. Ce n'est plus la petite pièce de la maison. Là, maintenant, on passe vraiment à une échelle industrielle. Voilà. Même au niveau des équipements, savoir quelles sont les spécifications des équipements, etc. Il y avait énormément de choses à apprendre. Alors, en 2021, tu fondes Arbre de Vie Group. Pourquoi avoir choisi un modèle de groupe plutôt qu'avoir ta propre marque? Parce que ça faisait déjà des années que tu formulais plusieurs produits. Pourquoi avoir choisi cette trajectoire-là? Alors, donc, juste pour savoir, on avait différentes entreprises. Gold Essence Cosmetics, qui était là depuis longtemps, mais qui n'avait pas démarré. Ensuite,
pendant la période Covid en 2020, donc mon mari m'a dit, écoute, on parlait justement d'épices, etc. Et je lui disais, tu sais, par exemple, si tu prends telle épice, voilà le prix auquel te reviendrait cette épice au kilo. Si tu le reconditionnes, voilà la marge que tu te fais. Et lui, c'est un passionné de tout ce qui est agriculture, agribusiness. Et il m'a dit, je vais me lancer dedans. Et c'est comme ça qu'il a créé les Trésors d'Éden. Je ne trouvais pas vraiment de valeur ajoutée parce que je me suis dit, c'est juste du reconditionnement. Et il m'a dit, écoute, on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant. On va faire également des thés et des tisanes. Et j'aimerais que tu me formules quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a formulé les thés et les tisanes qui sont aujourd'hui nos best-sellers dans la partie agroalimentaire. OK. Est-ce que c'est Gold Essence? Non, les Trésors d'Éden. Les Trésors d'Éden. Est-ce que tu peux parler un peu de Gold Essence Cosmetics? Oui. C'est ce que c'est? Oui. Et Gold Essence Cosmetics, par contre, c'était la première marque et c'est une marque de cosmétiques premium, donc qui valorise la flore africaine en couplant des matières premières africaines avec, par exemple, des ingrédients qui sont connus internationalement pour leur efficacité, comme l'acide hyaluronique, l'astaxanthine, etc., etc. Et quelles plantes tu privilégies? Quelles sont les plantes que tu utilises souvent africaines? Il y en a énormément. On utilise le moringa, le baobab, l'hibiscus, dattier du désert, le néré, qu'on appelle oul ici. Oh, néré? Oui, oul. Comment ça s'appelle? Oui, oul, je vois oul. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Tu utilises quoi? Le fruit ou les feuilles? Alors, les fruits et l'huile. Et l'huile. Voilà. Okay. Par exemple, ici au Sénégal, on est les seuls à faire des produits à partir de l'huile de néré. Et ça a quel bénéfice pour la peau? C'est une huile qui est super nourrissante. C'est une plante qui est un arbre qui est un peu désertique, un peu comme le dattier du désert, mais qui ont des propriétés très, très, très nourrissantes. Voilà. Je ne connaissais pas. Enfin, je connais le houle, mais je ne savais pas. Alors, comment les activités se complètent-elles dans une logique de chaîne de valeur entre Gold Cosmetics, les Trésors d'Éden et Arbre de Vie? Le laboratoire, d'accord. Alors, le dénominateur commun, c'est vraiment la chaîne de valeur agricole. Donc, le maître mot dans tous ces départements, c'est la valorisation de la flore africaine. Voilà. Donc, on fait de l'upcycling. Par exemple, on utilise ce qui est considéré, entre guillemets, comme des déchets de l'industrie agroalimentaire qu'on transforme et qu'on peut utiliser, par exemple, dans le domaine agroalimentaire encore, ou alors dans le domaine cosmétique. Et par exemple, la partie laboratoire, c'est un peu ce qui soutient les autres activités, que ce soit Gold Essence Cosmetics, les Trésors d'Éden. On a une autre marque aussi qui s'appelle African Beauty Rituals, qui est un peu plus une marque mass market. De produits cosmétiques. C'est pour le corps, les cheveux, pour le visage. Ah, OK. Les cheveux. Et puis le laboratoire, donc c'est là où on fait tout ce qui est marque blanche, recherche et développement, formation, parce qu'on forme également d'autres acteurs. Voilà. C'est intéressant. Alors, les thés, parce que moi, j'aime beaucoup. Je ne bois pas de café, je bois beaucoup de thé, je bois du matcha. C'est quoi des spécialités auxquelles on dit pas senteur pour le thé. On dit les arômes? Les arômes. Des arômes qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, les thés que vous faites. Alors, nos thés sont sans arômes artificiels. Donc, en fait, on utilise vraiment une combinaison de plantes pour leur donner justement le goût particulier qu'ils ont. Nous, on est plus allé vers des thés et tisanes qui accompagnent le consommateur tout au long de la journée. Par exemple, on a un thé qui remplace le café du matin, qui s'appelle Fadja. Fadja. Voilà. Et c'est quel... Enfin, si ce n'est pas un secret, c'est quel mélange? Alors, il y a du thé noir à l'intérieur, on a du kenkeliba, des zestes d'orange. Donc, comme je vous parlais de upcycling, les zestes d'orange qu'on prend au niveau des industries agroalimentaires. On a du moringa, voilà, et du nguer. Et on les achète où, les thés? Alors, moi, j'en veux. On les retrouve beaucoup en parapharmacie. Ah ouais? Voilà, dans les parapharmacies. On est également à American Food Store, Cocktail du Sénégal, Soretoul, etc. OK, cool. Alors, tu disais tout à l'heure que tu travailles en marque blanche.
en formulation et en production pour d'autres marques. Pourquoi ce positionnement est-il stratégique pour toi? Alors, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Ouais. Et j'étais un peu, je vais dire, singleton. C'est beaucoup de recherches, etc. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées extraordinaires, qui n'ont juste pas forcément soit la connaissance pour justement concrétiser ces idées en produits, ou alors, comment dire, les facilities, le laboratoire. Le laboratoire voilà, pour fabriquer ces produits. Exactement. Et donc, c'est sous Gold Essence, beaucoup de marques sont venues vers moi parce qu'ils voyaient ce qu'on faisait avec Gold Essence Cosmetics, ils ont aimé. Et ils nous ont demandé, Laure, est-ce que tu peux nous accompagner? Faire ça pour nous. Voilà. Et c'est comme ça que le laboratoire, justement, est né. Et pour moi, c'est accompagner les entrepreneurs dans leur idée pour les aider à concrétiser leur idée. Voilà. C'est super. Alors, quels sont les standards minimums que tu refuses de négocier, même quand le marché pousse dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en tête? Oui, c'est les produits dépigmentants. J'ai eu énormément, j'ai dû décliner énormément de partenariats, pas seulement au Sénégal, mais même dans la sous-région, des personnes qui m'ont contacté depuis le Congo. Ils voulaient créer leur marque de produits dépigmentants. Voilà. Donc, même si c'est pas toi qui vas commercialiser ça, même si c'est pas ta marque, point de vue éthique, tu refuses de formuler pour des gens. Mais quand ils te disent parce qu'aujourd'hui, tu peux, parce qu'on a surtout les peaux noires et métissées, on a des problèmes d'hyperpigmentation. Moi, perso, j'en ai après avoir fait de l'acné, peut-être j'ai touché, ou des fois même je touche pas, et ça laisse des taches. Oui. Est-ce que c'est parce que ça, c'est des produits qui sont sur le marché, qui sont safe et tout. Est-ce que c'est ça que tu refuses de formuler, ou est-ce qu'ils veulent en fait les produits qui vont te décaper? OK. Alors, nous, par exemple, on a une gamme sous Gold Essence Cosmetics qui s'appelle Radiance et qui lutte justement contre ces problèmes d'hyperpigmentation. C'est totalement différent des produits dépigmentants, dépigmentants qui vont décaper le teint, etc. Et ça, je pense que j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça. Mais pour moi, c'est pas une perte d'argent. C'est un business qui est fructueux. Hein? Très fructueux. On voit beaucoup de personnes qui se font des millions en tout cas, sur ce marché-là au Sénégal et ailleurs. Exactement. Ouais. Il y a un consultant qui m'a dit une fois, alors tu as beaucoup trop d'éthique. Si tu voulais être milliardaire aujourd'hui... Tu allais formuler du création. Exactement. Non, mais c'est important de croire en quelque chose, avoir un sens de l'éthique. Moi, je sais que personnellement, je ne le ferai pas. Tout à fait. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il manque encore aujourd'hui pour que davantage de laboratoires africains soient reconnus à l'international? Parce que d'habitude, c'est plutôt dans le sens inverse. L'Africain va aller dans d'autres laboratoires. Mais aujourd'hui, tu es là, tu valorises les plantes africaines. Qu'est-ce qui manque selon toi pour avoir plus de crédibilité? Justement, je pense que notre problème, c'est la crédibilité à l'international. Les gens ont beaucoup assimilé la cosmétique africaine avec une industrie qui n'était pas très sérieuse. Ouais, genre pas plutôt très artisanale. Voilà, pas très régulée, pas très normalisée. Et je pense que ce n'est pas un seul acteur qui peut changer cette image que peut-être les gens ont de l'industrie cosmétique en Afrique. La transmission est-elle aussi centrale pour toi? Pour moi, c'est très, très, très important. Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est important de laisser quelque chose aux générations futures. Comme j'ai dit, moi, quand j'ai démarré, je n'ai pas eu cette chance-là. Et l'autre chose, c'est que il y a énormément d'entrepreneurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont des idées extraordinaires. Qui n'arrivent pas à... Exactement. Et quand ces personnes veulent monter à l'échelle, elles se rendent compte que le fait d'avoir juste été, entre guillemets, autodidacte, d'aller chercher des formules sur le net, les adapter, il y a un toit
au-dessus de leur tête qu'elles ne peuvent pas dépasser. Donc, quand on veut aller plus haut, on a besoin d'une formation qui est un peu plus sérieuse, pouvoir comprendre en fait ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment il faut le faire bien. Voilà. Absolument. Alors, quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes formulatrices et entrepreneurs beauté africains, s'il y a un message que tu devais faire passer? Alors, j'allais leur dire, c'est déjà pour les encourager, en leur disant, croyez en vous, croyez en vos idées, vos projets. N'ayez pas peur de vous lancer, mais lancez-vous bien. C'est-à-dire que, voilà, si vous décidez de fabriquer des produits pour d'autres personnes, ces personnes vous font confiance surtout. Avec leur peau, avec leurs cheveux, etc. Il faudrait pouvoir formuler pour eux des produits qui sont safe, qui ne les mettent pas en danger. Et pour ça, il faut savoir de quoi on parle. Si vous n'avez pas de formation, faites-vous former. Regardez qu'est-ce que la norme dit, qu'est-ce que disent les standards cosmétiques, etc. etc. Super. Alors, comment vois-tu évoluer l'industrie cosmétique africaine dans les 10 prochaines années? Je pense que ce qu'on appelle le A-Beauty, ce sera réellement le must-have dans plus mainstream et comme le K-Beauty l'est aujourd'hui. Exactement. Ce sera un peu le must-have dans toutes les trousses de beauté à l'international. De plus en plus, les gens sont en train de se tourner vers l'Afrique. Et ce qui est intéressant au niveau de l'Afrique, c'est qu'on a 54 pays. Pour moi, c'est 54 shades of African Beauty. Voilà. Yes. Donc, chaque pays... C'est dingue, hein? C'est vrai, Et absolument. Chaque pays a sa particularité, ses matières, mais à la fin de la journée, on fait tous briller le African Beauty. African Beauty, ouais. Ça me passionne beaucoup, le A-Beauty, étant donné que moi-même, je suis en train de créer une marque A-Beauty. So, yeah, j'espère que ça va se réaliser. Alors, on va lighten up le mood un peu pour clôturer. Alors, pour Rapid Fire, l'ingrédient africain que tu trouves encore trop sous-estimé? Il y en a beaucoup, mais je vais dire le néré et le dattier du désert. C'est quoi? Attends, je sais que je sais c'est quoi le nom wolof du dattier du désert? Soump. Soumpu, c'est ça. Et l'huile aussi est beaucoup utilisée apparemment. C'est ça. Alors, le néré, tu m'as dit tout à l'heure que c'était l'huile. Oui. Houle, n'est-ce pas? Houle, oui. Est-ce que l'huile est jaune? L'huile ressemble à une huile végétale. Une huile normale, voilà, ok. Normale. Je suis curieuse de... Alors, un ingrédient que tu refuses catégoriquement d'utiliser en tant que... L'hydroquinone. L'hydroquinone. Pourquoi? Parce que scientifiquement, ils disent que, ça sont utilisés dans les normes ou... Jusqu'à 2%. Oui, et puis, c'était combien de semaines? Il y a un nombre de semaines qu'il faut utiliser et puis tu arrêtes. C'est un ingrédient efficace pour traiter les taches post-inflammation et tout. Qu'est-ce qui fait que tu veux jamais l'utiliser? Les effets secondaires, pour moi, ne valent pas le... Voilà. Okay. Sachant que actuellement, il y a des alternatives qui sont... Voilà, qui ont moins d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires. Pas d'effets secondaires. Voilà. Tout à fait, ok. Donc, pour toi, formulation clean ou efficacité avant tout, si tu devais choisir entre les deux? Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un produit efficace et le plus clean possible. Mais le client, et c'est ce que j'apprends souvent à mes élèves, qu'un client peut venir chez vous la première fois parce que votre produit est clean, mais il restera parce que votre produit est efficace. Il faut qu'il soit efficace. Voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Alors, la plus grande idée reçue sur la cosmétique que tu aimerais corriger, si tu veux penser à rien? Alors, moi, je suis dans plus des cosmétiques naturels. Mais très souvent, les gens pensent que dès qu'on parle de naturel, ça veut dire que c'est safe. Ce n'est pas le cas. Une matière première qui est mal standardisée peut être dangereuse. Une matière première qui est mal dosée dans la formulation, qui est mal formulée, peut être dangereuse. Par exemple, on peut voir des
des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, qui sont toxiques, qui peuvent être irritantes. Certaines huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées pendant la grossesse et l'allaitement parce que justement ça peut arriver au niveau du fœtus, etc. Donc c'est important de connaître les propriétés, les dosages, etc. de chaque matière première pour faire un produit safe. Donc naturel ne veut pas forcément dire safe. Ouais. C'est vrai. Et puis aussi les ingrédients chimiques scientifiquement testés qui sont là depuis des décennies ont leur place dans la skincare et traitent bien la peau. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent que du naturel. Alors, une dernière. Pour toi, une belle peau, ça veut dire quoi? C'est une peau qui est en bonne santé. Très souvent, dans nos sociétés, une belle peau rime avec une peau claire. Moi, je suis contre ça. Pour moi, une belle peau, c'est une peau qui est juste en bonne santé. En bonne santé. Une peau dont on prend soin et voilà, qui respire la santé. Tout à fait. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir, Laure. J'ai beaucoup appris. Tout le plaisir Merci est pour moi, d'être venue sur Backstage Beauté. Et puis, j'ai hâte d'essayer l'été. Je vais regarder en parapharmacie. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Le parcours de Laure Desfabarry nous rappelle que la beauté peut être un levier de science, de santé et de transformation sociale. Avec Arbre de Vie Group, elle ne construit pas seulement des produits, mais une véritable infrastructure pour l'industrie cosmétique africaine. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis et à partager autour de toi. C'est ainsi que l'on soutient les voix qui élèvent les standards. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.